La génération d'images par IA, franchement, c'est un peu magique. On tape quelques mots et hop, une image apparaît. Mais cette vitesse, qu'on prend aujourd'hui pour acquise, est en fait toute récente. Derrière cette prouesse se cache une innovation absolument clé, une solution hyper élégante à un problème qui a longtemps freiné ces technologies. Et aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Mais regardez-moi la qualité de ces images, c'est juste dingue. La diversité, le niveau de détail, du photoréalisme au style le plus abstrait, les modèles d'aujourd'hui semblent n'avoir aucune limite. C'est ce niveau de performance qui a scotché tout le monde. Mais pour en arriver là, il a fallu passer un obstacle de taille. Et voilà, on y est. Le fameux obstacle. Les tout premiers modèles de diffusion, les DDPM, étaient incroyablement lents. Imaginez un peu, attendre plusieurs minutes, même avec un super ordinateur, pour voir apparaître une seule petite image. C'était une avancée théorique passionnante, c'est sûr, mais en pratique, c'était juste inutilisable. C'est la question qui nous intéresse aujourd'hui. Comment est-on passé de la minute à la seconde? Quelle a été l'idée de génie, le truc qui a tout changé pour accélérer le processus de façon aussi radicale, tout en gardant une qualité d'image impeccable, voire en l'améliorant? C'est ce tour de force qu'on va explorer. Alors, voilà notre plan de match pour comprendre ce bond de géant. On va y aller étape par étape pour que tout soit bien clair. C'est parti. Donc, pour bien situer le contexte, les premiers modèles de diffusion probabiliste, les DDPM, produisaient déjà des résultats assez bluffants. Le problème, c'est qu'ils avaient deux gros points faibles. Une lenteur extrême, on l'a dit, et des performances assez moyennes sur une mesure qu'on appelle la log-vraisemblance. D'un côté, on avait donc une lenteur exaspérante, des centaines, parfois des milliers de calculs pour une seule image. Et de l'autre, ce souci de log-vraisemblance. En gros, ça voulait dire que le modèle, même s'il créait de belles images, avait tendance à oublier des pans entiers de la diversité des données sur lesquelles il avait été entraîné. Il fallait absolument régler ces deux problèmes en même temps. Bon, passons au fonctionnement. Pour comprendre la solution, il faut d'abord qu'on soit au clair sur le principe de base des modèles de diffusion. L'idée de départ est en fait très simple et je trouve assez belle. Le processus se fait en deux temps. D'abord, la partie facile. On prend une image parfaitement nette et on la détruit méthodiquement en la noyant sous du bruit jusqu'à obtenir une sorte de neige télévisuelle. Ensuite, et c'est là que la magie opère, on entraîne un modèle à faire exactement le chemin inverse, partir de ce chaos total, de ce bruit pur, et pas à pas reconstruire une image qui a du sens. Et cette image l'illustre parfaitement. Tout le boulot du modèle, à chaque étape, c'est de deviner quel bruit a été ajouté pour pouvoir l'enlever. C'est un peu comme un archéologue qui brosse délicatement la poussière pour révéler l'objet qui se cache dessous. Ok, attention, là on arrive au cœur de l'innovation. Le moment Eureka, le déclic. La percée, ce n'est pas d'avoir trouvé un moyen de mieux prédire le bruit lui-même, non, c'est d'avoir ajouté une toute nouvelle information à cette prédiction. Et ça change toute la philosophie. Avant, la méthode était rigide. Le modèle prédisait le bruit et on lui imposait un niveau d'incertitude fixe à chaque étape. La nouvelle méthode, c'est de dire au modèle, non seulement tu vas prédire le bruit, mais tu vas aussi me dire à quel point tu es sûr de toi. On lui a appris à évaluer son propre degré de confiance. Le point crucial, il est là. En apprenant cette variance, cette incertitude, le modèle devient beaucoup plus stratégique. Quand il est sûr de lui, il peut se permettre de faire de grands pas pour enlever beaucoup de bruit d'un coup. Quand il est moins sûr, il fait de plus petits pas, plus prudents. C'est comme passer d'un marteau-piqueur à un set complet de ciseaux de sculpteur. Évidemment, pour enseigner cette nouvelle compétence au modèle, il a fallu changer un peu la recette d'entraînement. Ça ne s'est pas fait par magie, mais avec deux modifications très intelligentes. Premier ingrédient, un nouvel objectif d'entraînement, un objectif hybride. En gros, on a demandé au modèle d'optimiser deux choses en même temps, sa capacité à prédire le bruit et sa capacité à estimer sa propre confiance. Deuxième ingrédient, on a changé la façon d'ajouter le bruit pendant l'entraînement en passant d'un rythme linéaire constant à une courbe en cosinus, beaucoup plus fine et efficace. Et alors, l'impact de tout ça? Quel a été le résultat de cette nouvelle flexibilité qu'on a donnée au modèle? Eh bien, les résultats ont été spectaculaires. Vraiment, ils ont dépassé toutes les attentes. Cette phrase des chercheurs eux-mêmes le dit très bien, ils ont été les premiers surpris. Ils ne s'attendaient pas à ce que le simple fait d'apprendre au modèle son incertitude puisse diviser le temps de calcul par 10 ou plus. Ce graphique est sans appel. Il montre tout. Le nouveau modèle, le L hybride, celui qui apprend son incertitude, atteint une qualité presque parfaite en seulement 100 étapes. L'ancien modèle, lui, à 100 étapes, est complètement à la traîne. C'est la preuve visuelle que l'approche fonctionne du tonnerre. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a transformé un outil de laboratoire fascinant, mais inutilisable, en quelque chose que tout le monde peut utiliser. Passer de la minute à la seconde, c'est ce qui a permis la démocratisation de l'IA générative d'images.
Et attendez, ce n'est pas tout. Non seulement le modèle était plus rapide, mais il a aussi réglé le deuxième problème, celui de la diversité. Il s'est avéré bien meilleur que les modèles concurrents de l'époque, les GANs, pour explorer toute la richesse des données d'entraînement. Il n'oubliait plus des styles ou des objets. Alors on pourrait croire que l'histoire s'arrête là. On a un modèle rapide, diversifié, performant. Mais il restait une toute petite imperfection, un dernier petit détail à peaufiner, un léger biais que le modèle développait pendant son entraînement. Les chercheurs ont remarqué que le modèle avait tendance à avoir un petit défaut systématique dans ses prédictions. Et la solution est d'une simplicité désarmante. En gros, ils ont mesuré ce défaut moyen une bonne fois pour toutes, et ensuite, ils l'ont simplement soustrait de toutes les prédictions futures. C'est tout. Et cette petite astuce, cette calibration, qu'on ne fait qu'une seule fois après l'entraînement, elle améliore encore les performances sur tous les tableaux. Ça augmente la qualité, la précision, c'est vraiment la cerise sur le gâteau qui vient rendre le modèle encore plus robuste. Ok, donc si on doit résumer les points clés à retenir. Premièrement, le vrai game changer, c'est d'avoir appris au modèle à connaître sa propre incertitude. Deuxièmement, ça a été possible grâce à une nouvelle recette d'entraînement. Résultat, des modèles bien plus rapides et plus créatifs. Et enfin, une petite étape de calibration pour la touche finale de perfection. Finalement, toute cette histoire nous apprend quelque chose d'assez profond, je trouve. C'est en donnant au modèle une sorte de conscience de ses propres doutes, de son incertitude, qu'on l'a rendu bien plus puissant et efficace. Et ça laisse songeur. Ça ouvre une question fascinante. Et si la prochaine grande révolution de l'IA, ce n'était pas de lui apprendre plus de choses, mais de lui apprendre à mieux connaître les limites de son propre savoir?